Internes, étudiants en médecine et médecins libéraux étaient dans la rue ce mardi pour protester contre la future loi Garot, une mesure qui les forcerait à s'installer dans des zones sous-dotées en médecins, notamment des zones rurales isolées. La fronde des blouses blanches pour leur liberté d'installation, c'est notre focus de ce mardi 29 avril. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Ils étaient environ 500 dans les rues de Brest, beaucoup d'étudiants en médecine et d'internes, mais aussi les libéraux de SOS Médecins. Tous dénoncent une loi injuste par rapport aux sacrifices consentis pour accéder à la profession médicale. Un reportage de Maël Delmure. Faut arrêter de nous demander plus. À un moment, après 10 ans, bac plus 10, celui qui finit le plus tôt d'entre nous, il finit à 30 ans, il a envie de vivre sa vie en paix avec sa famille. Feutre à la main, les dernières pancartes prennent forme. Avec un seul message à faire passer, laisser le choix aux jeunes médecins de s'installer où ils veulent. On fait ça pour aider les gens, mais c'est pas pour autant qu'il faut encore tirer plus sur la corde. Nous, on fait ça parce que c'est soit par passion, soit parce qu'on a un attrait pour ça, mais ça justifie pas du tout de nous forcer à faire ces choses-là. Et ça risque bien sûr de tomber sur les patients parce que les médecins forcés, c'est des patients mal soignés. Dans le collimateur des internes, la proposition de loi Garot. Garot démago ! Garot démago ! Ta loi, c'est du pipeau ! Celle-ci pourrait obliger les jeunes diplômés à s'installer dans des déserts médicaux. Ça ne résout pas le problème de fond qui est qu'on n'est pas assez, qu'il n'y a pas assez de fonds qui sont mis dans l'hôpital, etc. Et que c'est pas nous imposer une répartition comme ça qui va régler le problème. Un constat soutenu par les médecins généralistes, eux aussi venus apporter leur soutien. On est médecins libéraux, on est là parce qu'on a envie de choisir notre façon de travailler pour optimiser au maximum les choses selon notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Chaque médecin libéral a un exercice différent. Le point positif de la médecine libérale, c'est justement qu'on peut faire comme on aime. Une mobilisation nationale qui ne se limite pas simplement aux frontières de la Bretagne. La loi Garot va être examinée à l'Assemblée à partir de mardi prochain. Et pour les députés qui portent la loi, la liberté d'installation des médecins ne peut pas être préservée au détriment des usagers. On écoute à ce propos Mickaël Cosson, député de la première circonscription des Côtes-d'Armor. Moi, en tout cas, la philosophie que j'en ai à travers ce projet de loi, c'est mettons au cœur de ce dispositif non plus le praticien, mais l'usager. Et on se dit, voilà, il faut un médecin à moins de 5 minutes, à moins de 5 ou 10 minutes de chez soi. Il me faut un dermato à moins d'une heure ou moins d'une demi-heure. Il me faut un dentiste à moins d'une demi-heure. C'est un peu ça, en fait, qu'il faudrait pouvoir... et de là, en fait, se dire, ben voilà, on est sous-doté, surdoté. Et je pense que ça, c'est... Il y avait peut-être besoin d'une liberté parce qu'il n'y avait pas de soucis. Mais au fur et à mesure, les soucis se sont créés. Et cette liberté qu'à un moment on pouvait accepter, à un moment, quand il y a des difficultés, il faut pouvoir y répondre. Et il n'y aurait rien de pire que de ne pas en tenir compte. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même si ça dérange, ça va peut-être permettre de faire avancer. Donc des difficultés d'accès aux soins qui affectent de nombreux Français. Pour en parler, on reçoit en plateau Blandine Lequin, tu es journaliste data au Télégramme. Et on voit que ce ressenti de difficulté est de plus en plus important. En tout cas, c'est ce que montrent les chiffres. Oui, alors il y a des enquêtes qui existent notamment au niveau européen. Donc c'est intéressant parce que ça permet de comparer les pays entre eux sur la déclaration de personnes qui vont dire qu'elles ont renoncé à un examen médical parce que l'attente est trop longue. Donc on voit que c'est une réalité qui peut exister dans d'autres pays. Mais en France, ça a particulièrement augmenté ces dernières années. Le motif de liste d'attente pour renoncer à un traitement ou un examen a progressé depuis 3 ou 4 ans. Donc, en plus de cette question de déserts médicaux, c'est-à-dire de difficulté à trouver un médecin à proximité, en plus, on attend de plus en plus longtemps pour avoir un rendez-vous. Oui, alors il y a donc les cas que je viens d'évoquer de personnes qui vont renoncer à un rendez-vous, mais même quand on a un médecin qu'on va voir habituellement, une enquête l'année dernière avait montré que les temps d'attente avant un rendez-vous avaient quasiment doublé dans la plupart des cas. C'est quelques jours de plus pour un généraliste qui reste le plus accessible, mais pour des spécialités ORL, cardiologue, ça avait doublé et ça passait à 2 ou 3 mois en moyenne. Donc ça peut être beaucoup plus long. Merci Blandine. Et ces difficultés d'accès, les usagers de la maternité de Guingamp les connaissent bien. Ça fait 2 ans que le centre n'a pu accueillir aucun accouchement, faute de personnel. Et l'ARS a annoncé hier rallonger cette suspension de 6 mois. Déjà mobilisés ce week-end, les collectifs de l'hôpital ont appelé à manifester de nouveau pendant le 1er mai. Ils dénoncent une fermeture qui ne dit pas son nom et réclament plus de moyens pour l'hôpital. Et c'est dans le 16e arrondissement de Paris, bien loin de la Jeannet, que vient de se jouer une étape clé pour l'usine rennaise du constructeur automobile Stellantis.
Lors d'un événement organisé en grande pompe au Palais de Tokyo, la marque Citroën a officiellement présenté son nouveau véhicule, un SUV C5 Aircross de nouvelle génération qui sera produit pour le monde entier. Problème, ce sera aussi le seul véhicule fabriqué par les 2000 salariés de l'usine bretonne. Reportage par Guillaume Billetterie et Adrien Paquier. Voici à quoi ressemble le nouveau SUV de Citroën fabriqué exclusivement dans l'usine Stellantis de La Janée au sud de Rennes. Un véhicule qui vient récompenser le travail du site brétilien. C'est un immense signe de confiance de la marque Citroën. C'est surtout aussi le gage de maintien de l'emploi après un cycle de décroissance qui a été notable les dernières années et pour lequel les équipes ont fait preuve de beaucoup de résilience. On a su finalement se transformer sous le poids des événements et se réorganiser, travailler notre organisation interne. Et en fait, on est super content aujourd'hui de maintenir notre deuxième équipe avec le C5 Aircross ancienne génération. Et là, on attend avec beaucoup d'impatience le lancement de ce futur véhicule. La plateforme bretonne où Stellantis investit 160 millions d'euros a connu une grande transformation ces dernières années pour assurer la fabrication de ce nouveau C5 Aircross. Du côté des salariés, les syndicats saluent la confiance accordée à l'usine, mais la CFE-CGC déplore que son avenir ne dépende que du succès d'un seul produit et demande l'affectation d'un autre véhicule. En attendant, la production test a déjà commencé à Rennes et montera en puissance à partir du mois de juin avant d'atteindre une production quotidienne de 400 véhicules. Les premières livraisons en concession ne sont attendues qu'à partir de l'automne. Les syndicats alertent aussi sur le fait que ce véhicule très moderne va demander plus de travail aux ouvriers. On écoute à ce sujet le délégué CGT Fabrice Lucas au micro de nos confrères de TV Rennes. C'est une voiture qui est plus moderne, qui a plus d'options, qui a plus d'éléments à fabriquer et surtout il y a une volonté de la direction, mais toutes les directions des usines, de faire de la productivité, c'est-à-dire de fabriquer les véhicules avec le moins de postes possible. Donc il y a une chasse au coût, et ce qui se traduit par une chasse au poste, et donc par des postes qui sont des postes individuels qui sont plus chargés. Donc ça, on le constate déjà sur les véhicules qu'on fabrique aujourd'hui, que le véhicule est plus difficile à monter, que les pièces peuvent être plus lourdes, plus difficiles à monter, etc. Donc tout ça, ça fait craindre pour les conditions de travail. International à présent, le conflit israélo-palestinien se ressent jusque dans les Côtes d'Armor. Une congrégation d'une cinquantaine d'élus français devait se rendre en Cisjordanie dans le cadre de jumelage avec des villes palestiniennes. Mais le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, qui devait se rendre à Bâtir près de Jérusalem pour inaugurer un espace multisport, a été empêché au dernier moment par Israël. On l'écoute. Israël avait autorisé notre arrivée, notre entrée. Tout était connu, on avait toutes les autorisations. Et on a reçu un SMS lapidaire dimanche soir disant que toutes les autorisations étaient retirées. Et tout cela pourquoi? Parce que l'organisation, qui est une organisation caritative reconnue, était considérée par Israël comme un mouvement terroriste. Si on ne peut pas y aller par l'association par laquelle on comptait y aller, je ferai une demande au titre de maire de Saint-Brieuc et uniquement de maire de Saint-Brieuc. Mais moi, je suis vraiment inquiet pour eux. Honnêtement, j'ai peur pour eux. Quand je me rends compte que l'État d'Israël est en train de les mettre en prison parce qu'un maire de Saint-Brieuc vient inaugurer un terrain multisport, mon inquiétude, c'est si j'arrive à aller jusqu'à là-bas, est-ce que je ne vais pas créer des rétorsions possibles qui seraient pires que ça? C'est historique. Un 29 avril, il y a exactement 80 ans, les femmes exerçaient pour la première fois leur droit de vote en France lors des élections municipales. 80 ans plus tard, malgré de nombreux progrès, les femmes occupent toujours les postes de pouvoir de manière minoritaire. On écoute à ce sujet un court extrait de l'émission Bonjour Bretagne, en compagnie de la sociologue Anne Guillou et de la réalisatrice Anne Guérou. Il y a vraiment un changement dans maintenant la parité. Donc c'est solide? Je pense que c'est solide. Je pense qu'il reste en tout cas un bastion à prendre qui est celui de l'intercommunalité. Là, la loi électorale ne permet pas en fait que la parité s'installe. Et donc, c'est une parité de communes. C'est une parité de surface et en réalité, les exécutifs sont aux mains des hommes à 90%. Le reste de l'émission est à retrouver sur TBO. Et puis le même jour, près de Munich, les troupes américaines atteignaient il y a 80 ans le camp de concentration de Dachau. À cette occasion, on vous parle du combat d'une Finistérienne pour la reconnaissance de son grand-père comme un juste parmi les nations pour avoir caché des Juifs pendant la guerre. André Féat a été arrêté à Morlaix le 26 décembre 1943 avant d'être conduit au camp de Dachau. On écoute le témoignage de sa petite-fille Carole Féat au micro d'Enora Lenôtre. Ici, c'est donc mon grand-père et ma grand-mère lorsqu'ils étaient fiancés. Alors, mon grand-père, donc c'est André Féat.
Donc il est né à Morlaix. Ma grand-mère m'avait toujours parlé de mon grand-père depuis que je suis petite. Elle me racontait que quand il était à Paris, il avait donc un petit insigne sous sa veste, sous le revers de sa veste. Et quand il y avait des rafles, il s'approchait donc des familles, il montrait l'insigne et donc les mamans lui confiaient leurs enfants. Et ensuite, il amenait donc ses enfants au temple avenue du Maine. Les petits-enfants, les familles étaient donc cachés, hébergés. Et donc, il faisait partie des 60 otages qui ont été arrêtés à Morlaix. Alors, il est décédé le 4 avril 1945 à Dachau, avant la libération du camp par les Américains. Il n'y a pas très longtemps, j'en parle à mon père et je lui dis « Tiens, est-ce qu'il te resterait des papiers peut-être dans les affaires de la grand-mère ?» On a trouvé l'enveloppe et dedans, en effet, il y avait donc plein de documents hyper intéressants. Il y avait donc ici une attestation de son chef de réseau à Paris. Donc il a aidé moralement et pratiquement dans l'œuvre s'étant donné pour but la défense et la mise à l'abri des Juifs persécutés. Le livret de famille aussi, qui était important pour pouvoir monter un dossier ensuite pour Yad Vashem, afin qu'il soit reconnu juste parmi les nations. Ma grand-mère, jusqu'aux années 50-57 à peu près, j'ai vu donc dans les documents qui étaient dans l'enveloppe aussi, elle n'a eu de cesse d'écrire partout. Donc c'est un peu en hommage à ma grand-mère aussi et à toute la famille en fait que j'ai décidé de monter ce dossier. Après on verra bien si ça aboutit ou pas. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve demain à la même heure pour plus d'actualités. L'actualité continue sur le site internet du Télégramme et sur TBO. D'ici là, bonne soirée.